modes d'accès à la gare qui vont être repensés. Une voie de passage pour les bus en direction du lycée Bouginet de Taverny ou de la gare de Montigny-le-Champ, ainsi qu'une voie cyclable avec un passage souterrain et une voie dédiée aux voitures et des chemins piétonniers vont être créés. 1 500 000 € ont été investis et les travaux doivent se terminer à la fin du mois de septembre. Franconville s'apprête à baisser les impôts. Le conseil municipal a confirmé la volonté du maire Xavier Menki, qu'il avait promis peu après sa prise de fonction en décembre 2017. Cette baisse s'effectuera par la réduction de la taxe foncière de 6% en 2019. La taxe d'habitation ne devrait quant à elle pas bouger pour ce qu'il avait, alors que 70% des foyers valdoisiens devraient en être exonérés d'ici l'an prochain. Les impôts sont stables depuis 2 ans dans la ville après plusieurs années d'augmentation. Et enfin, dans le Vexin, des cours d'informatique dédiés aux personnes âgées et proposés gratuitement connaissent un grand succès. Ils sont proposés dans les villages de la communauté de communes Vexin-Val de Seine, dans le but de lutter contre la fracture numérique et l'isolement des seniors. Une centaine de personnes participent à ces ateliers. En parallèle de ces cours, des cybercafés sont proposés dans d'autres villages du territoire jusqu'à la mi-mars. La communauté de communes et ses partenaires préparent déjà le second volet de cette opération pour répondre à la demande. Les cours et cybercafés reprendront donc après la fin des vacances d'hiver. Merci Alexis Duvauchel. Nous vous retrouverons à 12h15 pour un nouveau point sur l'actualité valdoisienne. Et puis une nouvelle fois, un bon anniversaire Alexis. Merci. Il est 9h04. Retour de l'actualité dans quelques secondes avec le bar de l'économie présenté par Florence Sueur jusqu'à 10h30. À demain pour une nouvelle matinale. Ah bah bon anniversaire Alexis. Merci. Merci à vous trois en tout cas pour votre présence en studio aujourd'hui et parler bien près du micro. C'est dommage Florence, on peut le balancer tout et n'importe quoi sur l'antenne, comme elle n'a pas de casse sur les oreilles, elle ne sait pas. Je sais pas si quoi. C'était à l'antenne. Bah si, parce que je vois bien le honneur. Non, parce que là vous n'avez pas entendu le petit son que j'ai balancé. Si, sur j'ai l'antenne. entendu. Ouais. Et normalement, tout bon animateur, animatrice, journaliste doit avoir un casse sur les oreilles. Ouais, mais moi ça me décoiffe. Ah oui, mais c'est pas bien. Allez, bonne émission. Merci. Attention. C'est parti. Si vous voulez. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui avec Philippe à la technique. Aujourd'hui, on traitera entre autres de la ville d'Herblay-sur-Seine, du grand débat national. 4 thèmes, je vous rappelle, sur lesquels vous pouvez faire des suggestions. Finances, transition écologique, démocratie et citoyenneté et organisation de l'État. Et puis nous parlerons aussi d'un livre, de la révolution à l'inversion, publié en 2014, un livre prémonitoire, on peut dire, et puis de transport de malades suite à la réforme de 2016. Et pour cela, j'accueille mes invités tout de suite. Philippe Rouleau, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de la ville d'Herblay-sur-Seine en Val d'Oise et vice-président du conseil départemental en charge des transports. Alors Herblay-sur-Seine est limitrophe de Lafrette-sur-Seine, de Montigny-les-Cormeilles ou encore de Saint-Ouen, l'Aumône ou Éragny. Et vous faites partie de la communauté d'agglomération Val-Parisis avec les communes de Taverny, Bessancourt, Frépillon ou encore Hermont ou Aubonne qui vous ont rejoint en 2016. Et au sein de cette communauté d'agglomération, vous êtes vice-président en charge du développement économique et de l'emploi. Dans la vie civile, vous êtes directeur des ventes chez Orange et vous animez des séminaires, notamment auprès de collectivités publiques. Alors avec vous, on parlera, si vous voulez bien, de ce que vous avez mis en place depuis votre élection à Herblay-sur-Seine. Et puis au niveau régional, de l'arrivée du CGD Express. Au niveau du développement économique, on parlera bien sûr de la communauté d'agglomération Val-Parisis. Et puis au niveau national, si vous voulez bien, du grand débat, car vous avez eu l'opportunité d'interpeller le président lors de sa réunion avec certains élus dans en Ile-de-France. À vos côtés, Marc-Albert Chéniaud, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes avocat et après avoir été responsable juridique de plusieurs sociétés, vous avez interrompu vos activités pour vous consacrer à l'écriture. Vous avez publié plusieurs livres, dont un livre prémonitoire dans le contexte des Gilets jaunes actuels. Mais ce livre, c'était en 2014 chez Edilivre, c'est De la révolution à l'inversion. Vous présentiez alors un nouveau projet de société. Pour vous, il fallait réformer la société. Et puis, vous m'avez interpellé sur, je cite, les mythes de la fiscalité et des finances publiques. Donc, on en parlera ensemble, tout comme de votre projet de médiocratie et de déperdition du sens commun. Je cite, bien sûr, il faudrait, selon vous, une inversion d'un certain nombre de nos comportements ou de nos raisonnements. Et puis, enfin, à vos côtés, bien sûr, notre start-up du jour, Mehdi Benabrou, bonjour. Bonjour.
Vous êtes le cofondateur et président d'Ambler qui vient de lever 1,5 million d'euros pour optimiser le transport des patients, car vous voulez vous imposer comme la référence du transport sanitaire intelligent en France, suite à la réforme du transport sanitaire de 2016, qui fait que c'est à l'hôpital maintenant ou à la clinique de prendre en charge le transport des patients. Vous voulez aider les ambulanciers et vous avez créé votre société en 2018 à Levallois-Perret et déjà 15 collaborateurs. Mais avant, comme d'habitude, avant de vous passer la parole, eh bien, les infos du jour. Comme promis hier, la suite du fonds annoncé, le fonds régional pour le tourisme, annoncé par Amida Rezeg, vice-présidente en charge du tourisme au Conseil régional d'Île-de-France. Je rappelle que ce fonds est doté de 16 millions d'euros d'ici à 2021. Alors hier, je vous ai indiqué le bilan du tourisme en Île-de-France pour le premier semestre 2018. Bien sûr, il est moins bon pour le second semestre. Et puis, je vous ai annoncé aussi ce que reprochent nos visiteurs. Alors aujourd'hui, on va plus parler de ce sur quoi porte le Fonds régional du tourisme. Je vous l'avais déjà dit d'ailleurs hier, c'est le fonctionnement, la modernisation et la transition numérique pour les institutions éligibles. Il y a bien sûr des critères. Il faut aller regarder en détail, sinon ça serait trop long que je vous les cite tous, mais je vais quand même vous en donner quelques-unes. Certains critères, c'est comme le maintien de l'emploi local, l'exemplarité en matière de développement durable, d'accessibilité, le caractère innovant, l'image de la région, le fait de recruter des stagiaires avec des subventions, là, pouvant aller jusqu'à 23 000 euros pour un stagiaire et jusqu'à 100 000 euros pour 2 stagiaires. Alors ce fonds, donc, peut aller jusqu'à un montant, peut dépasser les 200 000 euros sur 3 ans, mais à ce moment-là à hauteur d'un 30% de la base de dépenses d'investissement, qui sont, elles, plafonnées à 4 millions d'euros. C'est un petit peu plus compliqué, bien sûr, mais ça, je pense que vous avez l'habitude, pour ceux qui sont éligibles à ce type de budget, de fonds d'investissement par la région. Donc ça, c'est pour la modernisation et la transition numérique. Maintenant, le taux est augmenté à 50% pour la promotion et la communication sur la base d'un maximum de dépenses de 2 millions d'euros. Alors, quelles sont les autres mesures mises en place par ce fonds régional pour le tourisme par la région? Eh bien, ce sont des commissariats mobiles qui seront mis en place à partir du premier trimestre 2019. Une formation e-learning sur le site de la région qui va être mise en place également sur un site, une plateforme particulière qui s'appelle, c'est une plateforme de e-learning en fait, et elle va être déployée à hauteur de 400 000 euros pour former les franciliens à partir de 18 ans aux langues étrangères. Il y aura un site dédié également au tourisme, ça va s'appeler visite sans parisregion toutattaché.com. Il y aura également une campagne de promotion et de communication vers l'international pour donc la période 2017-2021. Et puis je vous rappelle le Pass Région, ça s'appelle Paris Région Pass, qui a été lancé le 27 septembre 2018 et qui a déjà été vendu à plus de 5000 exemplaires. Il coûte à peu près de 69 à 189 euros pour une durée de 3 à 5 jours. Côté transport, pour le tourisme, il y aura 708 rames neuves ou rénovées déployées d'ici 2021. Dans le Val d'Oise, ce sera 10 rames neuves sur la ligne H et 95 rames sur la ligne J et L et 133 rames rénovées sur le RER C. 9 sites sont labellisés dans le Val d'Oise. Il s'agit des sites archéologiques médiévaux de Fos, de plage fluviale de l'Isle-Adam, du Moulin Leroy à Valmondois, mais aussi le château du Duc de Dino à Montmorency, la maison de Butel à Grésy-les-Plâtres, le musée de l'Absinthe à Auvers-sur-Oise, le musée de l'Outil à Ouidy-Joli-Village et la maison des Joséphites à l'Isle-Adam, et puis le fort de Cormeilles à Cormeilles en Parisie. Voilà, c'est tout pour cette info sur le tourisme. Jeudi, je vous parlerai de la 3e partie de ce programme de soutien par la région Île-de-France au tourisme en Île-de-France, évidemment, et puis aussi des communes labellisées Villages Fleuris et de la revitalisation des commerces en milieu rural. Voilà, ça c'est pour jeudi. Autre info de la région Île-de-France, c'est donc la 2e info du jour, c'est l'appel à la manifestation d'intérêt pour le domaine de Villarceau. Les offres sont à déposer pour l'appel à maîtrise d'ouvrage du 4 au 15 février, donc jusqu'à la fin de cette semaine. L'organisation des visites collectives sera de mi-février jusqu'à fin mars 2019. La clôture de l'appel est prévue le 30 avril. L'examen et la présélection des dossiers par un comité composé de représentants de la région Île-de-France sera en mai 2019. Les échanges avec les porteurs de projets présélectionnés auront lieu
en mai ou juin, ou ça va s'étaler en tout cas entre mai et juin 2019. Et puis, important, c'est la plateforme de dépôt de vos projets, si vous voulez y souscrire. Il faut aller sur Internet, bien sûr, et taper mesdémarches au pluriel, .île-de-france.fr. Troisième info du jour, c'est le premier anniversaire du club ETI Île-de-France, présidé par Pierre-Olivier Brial, président d'ailleurs de Manutan, qui est installé en Val d'Oise. Le club des entreprises de taille intermédiaire fête ses 1 an d'existence et est déjà rejoint par 55 membres, donc des ETI structurantes du territoire d'Île-de-France, des leaders mondiaux dans leur spécialité, des champions à l'export ou des PME en forte croissance, avec pour objectif de dynamiser l'économie et la création d'emplois en mettant en lien ces nombreux membres. En 1 an, ils proposent plusieurs actions comme la collaboration avec la région dans le cadre du plan IA, ça veut dire Intelligence Artificielle 2021, et puis aussi de participer à de nombreux salons. Donc si vous voulez les rejoindre, eh bien contactez le METI, METI, ça fait partie donc, les ETI font partie, le club ETI fait partie du METI, c'est le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Dernière info pour aujourd'hui, c'est le partenariat entre la CCI du Val d'Oise, la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise et le CIC en faveur des réseaux et notamment du réseau Plateau. C'est Pierre Cuchely, le président de la Chambre de commerce et d'industrie, qui nous l'annonce. Ils viennent de signer avec Sabrina Amazouk, responsable du Val d'Oise pour le crédit industriel et commercial, une convention de partenariat pour accompagner le développement du réseau Plateau. Alors, qu'est-ce que le réseau Plateau ? C'est un moyen pour les dirigeants de PME de communiquer avec les grandes entreprises afin de renforcer leurs compétences. Plateau a déjà fait ses preuves dans le Val d'Oise, par exemple, en reliant 380 PME avec 70 grandes entreprises dans le département. Le but est de développer ce réseau et donc de se déployer sous forme de groupes, par exemple Plateau Industrie, Plateau Jeune Entreprise, Plateau Multisectoriel, Plateau Économie Circulaire et Collaborative. Et le dispositif regroupe chaque année près de 150 entreprises. Donc je pense que c'est important de faire partie de ce type de réseau et il y en a beaucoup en Val d'Oise. Philippe Rouleau, vous voulez peut-être réagir ? Alors tout à fait, effectivement, l'agglomération Val-Parisis utilise ce dispositif. Globalement, c'est toujours très intéressant, tout ce qui peut constituer à la mise en réseau, les échanges, l'expérience est vraiment fondamentale, hein, parce qu'on voit que les entrepreneurs sont souvent seuls, hein, les chefs d'entreprise sont souvent seuls, ils rencontrent des difficultés, mais les difficultés qu'ils ont, elles ont déjà eu lieu dans d'autres entreprises. Donc le partage d'informations est extrêmement important. J'ai moi-même participé à certains groupes de travail Plateau pour me rendre compte, hein, de l'apport. Et c'est pour ça que l'agglomération Val-Parisis, comme d'autres agglomérations, participe à ces dispositifs financièrement pour aider les entreprises qui sont sur notre territoire. Oui, la vie du chef d'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. D'ailleurs, on voit qu'avec la crise des Gilets jaunes, la CPME a annoncé aujourd'hui qu'il y avait 5000 entreprises en difficulté qui demandent donc une forme de chômage partiel. Comment ça se passe dans le développement économique de la communauté d'agglomération Val-Parisis ? Alors, sur l'impact de la crise des Gilets jaunes sur les entreprises de Val-Parisis, sans doute, il y en a un, hein, d'autant qu'il y a eu quelques manifestations. Je suis maire d'Herblay-sur-Seine, il y a eu quelques manifestations à la Patte d'Oie, ce qu'on appelle la Patte d'Oie d'Herblay également. Mais l'impact, je pense, existe bien sûr, comme partout. Mais en Val d'Oise, globalement, je trouve, pour discuter avec d'autres départements, on a été quand même moins touché. On est un petit peu préservé. Voilà, on a un petit peu préservé. Ça existe bien sûr, mais moins que d'autres. J'en discutais aussi avec le préfet du Val d'Oise. Effectivement, sur le Val d'Oise, on a été un peu préservé, mais il y a quand même un impact bien sûr globalement. Alors au niveau de la communauté d'agglomération, vous vous occupez justement du développement économique et de l'emploi. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment, puisque c'est vous, les communautés d'agglomération, qui maintenant avez cette responsabilité ? Tout à fait. Donc cette compétence donc, a été transférée existait déjà aux agglomérations, elle a plutôt été retirée, quoique sur le Val d'Oise, il y a une... Aux communes, c'est ça que vous voulez dire ? Ça a été retiré aux communes et disons que l'axe maintenant, c'est région-agglomération. Donc on avait déjà cette compétence, mais qui se trouve renforcée, hein, par la loi NOTRe. Donc moi je suis en charge du développement économique et de l'emploi. Hein, c'est pour ça tout à l'heure
on échangeait, je vous ai fait rajouter en voix, pour moi c'est extrêmement important, même si c'est lié. Vous avez raison. On a beaucoup de choses à faire sur l'emploi. Je suis frappé de voir le nombre d'entreprises qui cherchent à recruter et qui n'y arrivent pas. C'est quand même terrible parce qu'avec autant de chômage, donc il y a vraiment un souci, puisqu'il y a de l'emploi et il y a des chômeurs. Donc on doit vraiment nous servir à créer les conditions pour que ces entreprises puissent trouver des gens à recruter, et bien sûr, si possible, sur le territoire de Valparaïsie et plus globalement sur le Val d'Oise. Bien sûr. Donc pour vous, la priorité, en fait, le problème, c'est vraiment l'emploi. Les entreprises n'arrivent pas à trouver en ce moment, dans votre territoire en tout cas. C'est les deux, bien sûr, hein, puisque il s'agit c'est pour ça que j'ai d'ailleurs demandé au président de l'agglomération d'appeler ma délégation attractivité économique et emploi, puisque il faut, pour faire venir les entreprises, il faut être attractif, hein, il faut que le Val d'Oise attire, il faut que Valparaïsie, et ça c'est mon engagement, que Valparaïsie soit différenciant par rapport à d'autres territoires. On a du foncier disponible, donc on fait tout pour faire venir les entreprises sur notre territoire. Mais après, il faut que ces entreprises recrutent en local. Alors moi, j'avais lancé une idée à une époque, puisque je suis aussi en charge des transports, donc je trouve que les transports et l'emploi, alors les transports, ça c'est le conseil départemental, mais je trouve qu'on devrait inciter les entreprises à recruter en local. Voilà, l'incitation, je ne sais pas sous quelle forme elle peut se réaliser, mais je trouve que ce serait important d'inciter les entreprises à recruter en local, tout simplement pour qu'ils n'utilisent pas les transports. Bien sûr. Et je pense qu'il y a des choses à trouver sur cet aspect-là. Merci Philippe Rouleau. On va passer la parole à Marc Albert Chéniaud qui voulait réagir à ce que vous avez dit tout de suite, Philippe Rouleau. Oui, sur le dernier point, j'ai exercé l'activité de conseil de société pendant 25 ans à Argenteuil, donc j'ai suivi entre 150 et 200 sociétés qui exercent sur le secteur pendant 25 ans. Alors sur le dernier point, à mon avis, la solution elle est très simple. Il suffit d'inclure dans le temps de trajet, dans le temps de travail, à la charge de l'entreprise, et vous avez résolu le problème. C'est une piste de réflexion, effectivement. Ça paraît tout simple quand on vous entend dire ça, Monsieur Chéniaud. Oui, il est clair que la mise en œuvre serait un peu moins simple que la façon dont je l'exprime, mais globalement, c'est justement le thème de mon livre et d'un certain nombre de mes articles, c'est la façon de prendre les problèmes à l'envers qui empêche de les résoudre. Ça, on en parlera plus tout à l'heure, si vous voulez bien. Sur le point, alors juste un instant sur le point qui vient d'être soulevé du chômage, le problème du chômage, on le présente comme le problème de 4 millions de chômeurs. Or, c'est complètement faux. Il y a 4 millions de problèmes d'un chômeur et qui sont 4 millions de problèmes différents. C'est-à-dire que quand on traite les choses dans l'abstraction totale, on ne peut jamais résoudre les problèmes. Il faut les prendre concrètement et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut les résoudre. Voilà, mais je pense qu'on y reviendra. On y reviendra tout à l'heure parce que moi j'ai aussi d'autres questions à vous poser, à tous les deux d'ailleurs, à tous les trois même, j'allais dire. Pourquoi est-ce qu'en France on réfléchit de manière spécifique et non pas de manière transversale? Mais on en parlera quand on parlera du grand débat national. On va tout de suite faire notre première pause musicale. Et j'ai choisi ce matin Sarah Vaughan avec Lullaby of Birdland. La première musique en général, c'est une pépite. La première musique en général, c'est une pépite musicale. Donc voilà. J'adore. Je suis amateur de jazz et j'adore. Bah, moi aussi. En principe, on dit Sarah Vaughan. Oui, mais moi je prononce, voilà. À la française. À la française. C'est une idée, je n'avais pas pensé, c'est pas idiot ça. D'inclure le temps de transport, ça aurait un effet effectivement. Oui, mais le problème, c'est que pour les entreprises qui sont en zone rurale où on n'a pas le choix, Oui, voilà, c'est des cas. Le problème, c'est que tout paraît simple, mais en fait, quand on va dans la réalité, il y a des fois c'est applicable et puis d'autres fois non. Donc, oui, mais non, il y a des choix de société à faire. D'accord. Sur les principes. Mettez le micro devant vous parce que si vous allez prendre la parole, vous allez oublier. Voilà.
Moi, il y a autre chose qui m'interpelle, c'est comment on peut donner des subventions énormes. Je pense à General Electric qui avait promis, je crois, je sais plus, je crois que c'était 5000 emplois avec des subventions gigantesques de je sais plus quelle région, enfin dans le nord de la France ou dans l'Est. Et là, Total, on s'aperçoit que le pacte n'est absolument pas respecté. Moi, je sais pas, ça interpelle. Vous prenez un exemple, mais si vous regardez globalement, et ça je l'ai étudié, c'est jamais respecté. Bah oui. Quand il y a des gros investissements, des grosses subventions comme ça n'est jamais respecté. Alors, pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas de possible suivi, il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'obligation qui permettent un contrôle efficace. Je viens d'annoncer le fonds de soutien par la région, c'est bien contrôlé tout ça? Non. Si, bien sûr que si, il y a des critères d'adoption. Ah si, c'est contrôlé. C'est des critères abstraits, c'est des systèmes abstraits. Et en fait, on vous fournit des documents et des éléments que vous ne pouvez pas maîtriser réellement. C'est enfin, j'ai un bouquin qui va sortir prochainement, enfin dans les prochaines semaines. C'est le dogme de l'équilibre financier. C'est un peu lié au mythe de la fiscalité des finances publiques. On y retourne? On est reparti? Voilà, c'était sur Au bar de l'économie, un extrait de Lullaby of Birdland de Sarah Vaughan, si vous voulez, voilà, au bar donc de l'économie sur IDFM. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Philippe Rouleau, maire de la ville d'Herblay-sur-Seine, de Marc-Albert Chéniaud pour son livre De la Révolution à l'inversion chez Edilivre, et puis de Mehdi Benabrou pour sa start-up Ambler. Alors, on va passer la parole à Philippe Rouleau tout de suite. Et on va parler un petit peu, donc, si vous voulez bien, Philippe Rouleau d'Herblay-sur-Seine, bien sûr. Alors, les Herblaisiens sont au nombre de 28 000, mais la communauté d'agglomération regroupe 180 748 habitants, c'est précis. Donc, plus d'un tiers à moins de 25 ans, donc c'est une population jeune. Et vous avez pris en 2018 le nom d'Herblay-sur-Seine. Alors, pourquoi ce rajout sur Seine ? Alors, je vais corriger quelques chiffres quand si même. Vous voulez. Donc c'est maintenant 29 614 Herblaisiens. Et l'agglomération Valparaíso, c'est 270 000 habitants. Alors pourquoi j'ai décidé de changer le nom de la ville? D'abord, effectivement, c'est applicable par décret, donc paru le 7 novembre 2018. À chaque fois que je parlais de la ville d'Herblay, les gens me disaient « Ah ben je connais Herblay ». Le nombre de personnes qui connaissent Herblay, c'est fantastique. Énormément de personnes qui connaissent Herblay. Mais ce qui connaissent Herblay, c'est uniquement les magasins de la pâte d'oie d'Herblay. Et en gros, ils me disaient « Mais alors tu habites où ?» Alors par rapport à Linéa, par rapport à Truffaut. Donc ils vous citaient des magasins. Alors moi, à chaque fois, je disais « Mais non, mais attends, c'est pas ça Herblay. Herblay, c'est autre chose. » Bah oui, c'est un joli petit village. Voilà, un village, on a encore un centre-ville historique, des berges de Seine, il y a même une île qui s'appelle Herblay, l'île d'Herblay. Du coup, j'étais un peu frustré. Alors, je suis à la fois fier, bien sûr, de toutes ces... Et puis, je suis en charge du développement économique, donc particulièrement fier de cette pâte d'oie d'Herblay... Donc tout le monde connaît. Que tout le monde connaît, qui est la deuxième zone commerciale la plus importante de France. Hein, c'est pas forcément su, mais tous les investisseurs, tous ceux qui sont dans le domaine de l'économie et qui investissent le savent, hein, c'est pour ça qu'on est beaucoup courtisé, il y a beaucoup d'enseignes qui veulent venir là. J'ai même, pour une petite anecdote, une fois une personne qui m'a dit « Je connais très bien Herblay parce que je vais souvent à Ikea ». Alors Ikea... Alors c'est pas sur Herblay. C'est pas sur Herblay, c'est à Franconville. Donc, bon, très bien, parce qu'en fait, pour les gens, tout le linéaire, c'est Herblay. Voilà. Donc c'était aussi... Voilà, c'est juste pour faire passer le message qu'il y a autre chose... qu'une zone commerciale. Qu'une zone commerciale, et pour les amener à s'interroger sur tous les atouts de cette belle ville d'Herblay. Alors justement, on peut atteindre Herblay-sur-Seine, qui a une gare par Paris-Saint-Lazare sur la ligne J du Transilien, mais on peut aussi bien sûr la rejoindre par l'autoroute A15. Et lorsque vous avez été élu maire, puisque vous en êtes à votre premier mandat de maire, vous disiez il fallait adapter l'organisation des services de la ville pour être plus réactif, travailler sur l'amélioration du cadre de vie en ralentissant considérablement les programmes immobiliers sur la ville, et mettre en œuvre la vidéoprotection
Et puis, vous venez d'accueillir 60 agents, j'ai remarqué, pour travailler au sein de la ville. Donc ça, c'est énorme. Alors, expliquez-nous, est-ce qu'on peut faire un petit peu le bilan de toutes les actions que vous avez menées depuis votre élection, donc depuis 2014 ? Tout d'abord, bravo, parce que vous êtes bien documenté, à la fois sur mon programme et sur l'actualité plus récente. Alors, c'est vrai qu'on peut se demander, comme on est une ville, et je ne sais pas si vous avez vu, mais on est la ville qui a le plus progressé en population, en pourcentage, dans les 5 dernières années. Parce que, comme je l'ai déjà indiqué tout à l'heure, on est sur un territoire très important, avec un potentiel foncier considérable. Et puis on ne va pas se plaindre que le territoire du Val d'Oise est attractif et la ville d'Herblay-sur-Seine est attractive. Après, il fallait, ce que j'ai dit dans ma campagne électorale, c'est qu'il faut absolument qu'on maîtrise notre urbanisation. Parce que se développer trop rapidement, c'est pas bon. Parce que d'abord, les gens se disent, ah bah oui, c'est pour avoir plus d'impôts locaux. Mais non, parce qu'en fait, les impôts locaux ne couvrent pas tous les frais, tous les investissements nécessaires pour accueillir ces nouveaux habitants. Donc j'ai tout fait pour ralentir, et notamment faire la révision du PLU. Donc c'est d'actualité, puisque le PLU va être arrêté au prochain conseil municipal qui a lieu demain. Donc c'est vraiment d'actualité. Et ce PLU va contraindre beaucoup plus les promoteurs et du coup freiner quand même l'évolution. Donc vous allez baisser le taux de construction possible sur un terrain ? Oui. Quand je dis baisser le taux, on va continuer, les constructions vont continuer. Et de toute façon, un maire ne peut pas arrêter, hein, puisque les terrains sont privés. Mais on va les contraindre avec des nouvelles règles d'urbanisme qui va, et en particulier ce qu'on voyait, c'est de l'urbanisation dans des quartiers pavillonnaires, et ça sera plus possible. Mais comment vous pouvez faire face à la loi Allure, justement, qui autorisait beaucoup de choses ? Alors, il y a plus. Alors, justement, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais j'ai interpellé le président de la République, notamment sur la loi SRU. C'est-à-dire que si je ne construis pas, aujourd'hui je suis à 18%, un peu plus de 18% de logements sociaux, pour une obligation de 25%. Donc, comme je l'ai indiqué dans mon interpellation au président de la République, pour des territoires comme Lafrette-sur-Seine, qui ne peut pas construire, qui n'a pas de potentiel, aucun potentiel foncier. C'est-à-dire que sur le ton de la rigolade, j'ai dit, pour faire des logements sociaux, il faudrait qu'ils les fassent sur pilotis. Hein, donc sur la Seine, ou alors qu'ils détruisent des pavillons. C'est quand même pas ce qu'on veut, on ne veut quand même pas détruire des villes pour faire du logement social. Et à contrario, des villes comme moi qui ont un potentiel foncier très important, comme on raisonne en pourcentage, c'est très compliqué, parce qu'on construit, et ça construit beaucoup dans le privé, mais moi je ne maîtrise pas ces constructions-là. Donc les constructions qui se font, ce n'est pas forcément du social. Donc moi je suis obligé en fait, de mener des opérations, de contraindre les promoteurs à faire beaucoup de social. Donc à chaque fois qu'un quelqu'un veut construire, il est obligé de venir vous voir. Je suis obligé aujourd'hui on est à peu près à entre 35 et 37% de logements sociaux. Mais même en faisant 35 à 37% de logements sociaux sur l'ensemble des réalisations, d'ici 2025, je ne peux pas arriver parce que c'est un pourcentage. Donc je préférerais qu'on raisonne en nombre. D'ailleurs, on a des objectifs triennaux qu'on respecte. Mais en tout cas, ce que j'ai dit au président de la République, c'est que c'est inapplicable, cette loi SRU. Il faut vraiment tenir compte. Et puis, oui, de la culture et du paysage de votre ville ou village, si vous voulez. Moi, j'ai un avis qui peut ne pas être très, très populaire. C'est-à-dire que on résume le logement social à du social. C'est-à-dire que c'est un maire qui ferait du logement social, il est social. Là, vous voyez, j'ai un avis un peu différent. C'est-à-dire oui, bien sûr, il faut du logement social, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui ne peuvent pas avoir accès à du logement. Mais est-ce que c'est social de maintenir des gens dans de la location jusqu'à la fin, jusqu'à leur retraite? Et on voit bien que l'évolution des retraites va plutôt en diminuant. Est-ce que c'est bien de maintenir, je sais pas, un loyer de 600 € à quelqu'un qui va toucher 1 000 € de retraite? Je ne suis pas sûr. Donc je pense que... Comment il faudrait faire? Mais justement, je pense qu'il faudrait faire beaucoup plus, bien sûr maintenir quand même des logements sociaux, mais faire beaucoup plus pour l'accession à la propriété. Parce que quand vous voyez que les taux sont extrêmement bas, je pense que l'État devrait beaucoup plus investir sur l'accession à la propriété. Mais là, on fait le contraire, puisqu'en plus, on impose énormément celui qui revend sa propriété. Je trouve que des fois, on ne se pose pas les bonnes questions. On devrait prendre un petit peu plus de recul et se dire,
Pire que ça, on condamne, j'ai l'exemple de la mairie de Franconville, qui a mené un plan très ambitieux dans le logement social, qui a permis à des gens de racheter leur logement social. Et je trouve ça très social, mais du coup leur taux baisse. Et pourtant ils font du social. Voilà, je crois que il faut qu'on se pose les bonnes dans tous les domaines, on parle de l'emploi, etc. Le social, c'est quoi le social? Moi, je suis très content quand je permets à des jeunes, par exemple, on a fait des logements, on a permis à coût maîtrisé en négociant avec les promoteurs pour faire des prix plus intéressants pour des jeunes qui s'installent, parce que les jeunes d'Herblay souvent partaient ailleurs pour avoir un logement moins cher qu'à Herblay. Et donc là, j'ai mené une politique pour leur permettre d'avoir accès à ce qu'on appelait des prix maîtrisés, pour leur permettre de rester. Voilà, le social, c'est tout ça pour dire que le social, c'est pas que le logement social. Bien sûr, le social, bah oui, bien sûr, heureusement, c'est beaucoup plus large, mais quand même, le logement, c'est quand même la priorité des Français. Pouvoir se loger à un coût raisonnable, c'est un gros sujet partout, de toute façon, sur tout le territoire de la France. Et si pour le même prix, ils peuvent être propriétaires, c'est encore mieux, je trouve. C'est encore mieux. Alors, sur votre territoire, je le disais, 7800, à peu près, presque 8000 entreprises, on va dire, ou professions libérales ou commerçants, enfin économiques, donc. Et vous avez inauguré justement une supérette qui est ouverte 7 jours sur 7 jusqu'à 21h. Donc, je pense qu'avec vous, on pourrait parler du sujet de la libéralisation du travail. Qu'en pensez-vous? Quand on revoit notamment qu'à l'étranger, quand on voyage un petit peu, on voit très bien que ça vit beaucoup plus que chez nous. Les commerces d'alimentaire restent ouverts souvent 24 heures sur 24. Pourquoi avoir autorisé donc 7 jours sur 7 jusqu'à 21h? Est-ce que vous pensez que c'est ainsi qu'il faut que le commerce s'ouvre pour permettre à tous ceux qui travaillent à des heures particulières de pouvoir finalement faire leurs courses? Alors moi, sur le sujet, j'ai aucune position dogmatique. Je pense que tout simplement, l'entreprise doit s'adapter à l'évolution des modes de vie des gens. Et je peux vous assurer que... alors d'abord, je félicite ces jeunes. D'ailleurs, je me suis beaucoup battu. C'est la première fois que je faisais ça. J'ai moi-même appelé les banques pour que cette supérette coccinelle s'installe dans ce nouveau quartier des Bayonnes. De jeunes qui sont exemplaires, qui font tout pour que ça fonctionne, et je suis sûr que ça va fonctionner. Donc cette amplitude horaire, oui, bien sûr, ça va permettre à des gens de... Mais moi d'ailleurs, je quitte souvent mon bureau assez tardivement, oui. et je vais être content de pouvoir avoir la possibilité d'aller dans cette supérette, mais beaucoup d'Herblésiens également, qui rentrent assez tard du travail, souvent ils travaillent à Paris. Donc c'est un vrai service. Je crois qu'il voulait même faire de la livraison à domicile. Donc sur Facebook d'ailleurs j'avais dit c'est une supérette, une petite surface, mais qui a toute une grande. Donc ce que vous dites, c'est qu'il faut s'adapter avec les gens avec lesquels on vit. Oui. Et donc c'est maintenant normal finalement d'être ouvert jusqu'à 21h. Oui, je crois qu'il ne faut pas imposer aux gens, par exemple, de travailler le dimanche. Ça doit se faire sur du volontariat. Mais moi, à l'époque, il y avait tout un débat sur le travail du dimanche, dans de grandes enseignes, justement sur la fameuse pâte de Herblay. J'avais beaucoup discuté avec des caissiers, des caissières, etc. Et ils étaient presque en larmes en se disant « Mais non, il ne faut pas me retirer ça, c'est important pour moi, je me suis organisé comme ça me fait quand même... » Surtout qu'en plus, c'est payé double le dimanche. C'est des revenus supplémentaires. Donc ça fait des... Et je ne vois pas pourquoi on interdirait de façon dogmatique, alors que l'enseigne le souhaite, les employés sont volontaires. Alors bien sûr, il ne faut pas imposer. Il faut être très très attentif à toutes les dérives qu'il pourrait y avoir. Mais voilà, moi je n'ai pas de... Je crois qu'il faut tout simplement répondre aux attentes, et je crois que les modes de consommation ont changé. On voit de plus en plus des gens qui vont... À la limite, c'est une promenade, ils vont aller... Peut-être des fois, ils ne s'achètent pas d'ailleurs, mais ils vont se promener. Ils se promènent, c'est vrai, voilà. Dans les centres commerciaux notamment. Et donc, ça devrait être une décision, finalement, des communautés d'agglomération, sur les temps de travail. Ça devrait être... C'est le cas, en fait. C'est-à-dire que maintenant, il y a une délibération au conseil municipal, une délibération également... Alors, bien sûr, c'est toujours validé. Il n'y a pas d'opposition entre l'agglomération et la commune. Mais oui, on doit donc donner un accord pour le travail du dimanche. Marc-Albert Chéniaud, vous voulez réagir? Oui,
j'adhère tout à fait à l'analyse que fait Monsieur le maire de ces problèmes, mais je vous dirais d'une façon générale, pour ce type de questions, moi ce qui m'interpelle à chaque fois, c'est que les gens qui sont amenés à fixer les règles sont des gens qui ne sont pas concernés par ces règles. Et que, alors soi-disant, on se concerte, c'est-à-dire on interroge les personnes auxquelles les règles vont s'appliquer, mais ces concertations sont rarement sérieuses. Souvent, il n'en est pas réellement tenu compte. Et en fait, c'est à ces personnes que la décision devrait appartenir et non pas à des personnes qui ne sont pas réellement concernées et qui vont donner des jugements de valeur, des règles morales sur des systèmes qui ne vivront pas. Ça me choque et je trouve que c'est là aussi un désordre de la pensée que de traiter les problèmes de cette façon. Justement, là, en fait, vous rentrez tout à fait dans le thème du grand débat national qui est dû au fait que, soi-disant, on n'écoute pas justement les Français et les choses qu'on pouvait faire remonter jusqu'à présent. Donc, on va parler tout de suite de ce sujet après notre pause musicale, je vous propose. Je vous propose d'écouter Jeanne Haddad, c'est la nominée des Victoires de la musique, cette jeune artiste qui vient du jazz avec son titre Radiate. Merci, moi j'ai fait l'introduction pour le grand débat national. Mais de toute façon, vous savez, moi je reçois bien sûr énormément de chefs d'entreprise, mais notamment tous ceux qui ont fait partie d'associations comme Croissance Plus, vous devez connaître, hein. Non ? Il y a différents réseaux. Bon, Croissance Plus en est un, c'est 400 chefs d'entreprise en fait, qui prêchent la bonne parole, mais ils ne sont jamais écoutés. Depuis des années, hein, c'est comme ça. Enfin, c'est comme ça, bon, il faut espérer que ça change avec... J'ai conclu mon interpellation au président de la République en lui disant je forme un vœu, c'est qu'il y ait plus de pragmatisme et moins de dogmatisme. C'est un peu ce qu'on est en train de dire. Ah oui. Tout à fait. Le problème, c'est que c'est tellement structuré, tout le système est tellement structuré sur des dogmes que même lorsqu'on essaie de les remettre en cause, ils restent dominants. Et les structures administratives sont la carcasse qui maintient... Moi, je trouve déjà qu'il n'y a pas assez de formation d'économie. Tous les jeunes qui vont à l'école devraient avoir au moins 1 heure d'économie par semaine, même si on est en scientifique. Si vous permettez, alors moi, c'est surtout le droit. À vous, c'est le droit. Nul n'est censé ignorer la loi, oui. Mais on ne l'enseigne pas. Et en plus, on fait la loi au kilomètre, ce qui fait que même dans une spécialité, j'ai expérimenté la mienne, on ne peut pas tout connaître. Bah non, c'est pas possible, c'est énorme. Mais oui, mais nul n'est censé l'ignorer. Hier, j'avais le directeur, j'avais le patron du droit social de chez Fidal. Et alors, il nous a dit au micro que de toute façon, simplifier le droit, c'est une vue de l'esprit, c'est impossible. Ça, c'est faux. Parce qu'il dit que, comme chaque cas, il dit que c'est pas possible. C'est parfaitement possible. C'est parfaitement possible, mais il ne faut pas rester dans le système tel qu'il est conçu. Il faut remettre en cause... On y retourne, Philippe ? On y retourne ? Aujourd'hui, je suis toujours au bar de l'économie avec Philippe Rouleau, maire d'Herblay-sur-Seine, Marc-Albert Chéniaud, qui est auteur notamment du livre De la révolution à l'inversion, et de Mehdi Benabrou, notre start-up du jour pour Ambler. Alors, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet du grand débat national, puisque Philippe Rouleau, vous avez interpellé le président de la République sur 2 sujets. Donc je rappelle que le grand débat national porte sur 4 thèmes. Alors, sur quoi avez-vous donc interpellé le président et est-ce qu'il vous a répondu ? Alors tout d'abord, effectivement, mon cabinet a été contacté par l'Élysée. On a été en contact également avec le cabinet de Sébastien Lecornu. J'ai dit que je souhaitais y aller et j'ai demandé donc à pouvoir interpeller le président de la République en disant, bon, c'est peut-être une chance sur 1000, mais qui ne tente rien à rien.
Et ils m'ont contacté en me disant que c'était d'accord. Et d'ailleurs, je dois dire quelque chose. Des fois, il y a des bruits qui circulent en disant c'est préparé, les questions sont peut-être un petit peu Données à l'avance. Pas du tout. Hein. C'est-à-dire que j'ai même moi-même dit est-ce que je peux poser cette question, bien que ça ne soit pas tout à fait dans le thème de la soirée, parce que c'était quand même très orienté sur la politique de la ville, les quartiers politiques de la ville. Et ils m'ont dit non, allez-y, posez votre question. Donc j'ai interpellé sur 2 sujets qui me tenaient à cœur. Donc le premier sujet, c'est quid d'un bilan sur l'organisation territoriale. On a parlé tout à l'heure de la loi NOTRe, hein, qui nous a obligés aussi, nous, dans les territoires en Île-de-France, à constituer des agglomérations de plus de 200 000 habitants. C'est comme ça qu'est né Valparaíso avec 270 000 habitants. A-t-on fait un bilan de cette réorganisation? Est-ce que ça apporte plus de proximité et plus de services aux citoyens? Et est-ce que ça coûte moins cher? Voilà. Je pose la question pour savoir, parce que c'est vrai qu'on fait tout un tas de réorganisations, et à aucun moment on se pose la question de savoir est-ce que ça a apporté quelque chose? Une économie ou plus de services? C'était quand même le but. En fait, et donc de là, vous abordez le problème du millefeuille administratif finalement. Exactement. C'est quand même incroyable parce qu'on est parti d'un constat qu'on avait trop d'administration, trop de collectivités territoriales et on a même parlé de trop d'élus. Et au bout du compte, on se trouve avec plus de collectivités locales et même plus d'élus, hein, puisque en fait la réorganisation des départements avec un redécoupage des cantons et le fait qu'on soit 2 élus par canton fait que, par exemple, sur le département du Val d'Oise, mais j'ai discuté avec d'autres départements, c'est la même chose, on se trouve avec des élus de plus. Donc je trouve que des fois on marche un petit peu sur la tête. Je ne dis pas que tout ce qui a été fait n'est pas bien, mais je trouve qu'on devrait avoir un petit peu plus d'agilité, peut-être à adapter les choses, et puis tirer le meilleur de ces réorganisations. On a par exemple affaibli considérablement les départements et les communes, alors que c'est quand même là où il y a la proximité. Et là, je rejoins la crise des Gilets jaunes. Ce que disent les Gilets jaunes, c'est justement, vous ne nous écoutez pas, vous êtes loin de nos préoccupations, alors que les échelons vraiment locaux, qui sont la commune et les départements, sont amoindris dans leurs compétences. Oui, parce que la mutualisation de certains équipements, c'est quand même une bonne chose. Oui. Mais dans ces cas-là, quelle administration, qu'est-ce qu'il faut supprimer? Parce que Sarkozy avait proposé les conseillers territoriaux. Voilà. Est-ce que ça, c'était pas une bonne mesure? Enfin, ça n'aurait pas été bien d'aller à fond? Bah écoutez, c'est vous qui le dites. Je ne sais pas, je vous pose la question. Mais oui, vous avez raison, bien sûr. Je pense que ça allait dans le bon sens. Parce que là, c'était supprimer finalement les départements et que pour la région et le département, ce soit la même personne qui soit le relais. C'était bien ça. Oui, alors je pense que ça allait dans le bon sens, puisque le conseiller territorial, du coup, il avait un ancrage sur son territoire et il n'y avait qu'une assemblée. Alors, en France, des fois j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de ce qui fait vendre du papier. Vous voyez, on parle beaucoup des élus, il y en a trop, etc. Bon, c'est très bien, enfin voilà. Enfin, c'est très bien, non, c'est pas très bien, mais à mon avis, le sujet n'est pas là. Le sujet, il est comment essayer de mieux adresser les différents sujets. Alors, on peut parler d'éducation. C'est normal que dans l'éducation, la ville gère les communes, le département les collèges et le lycée la région. Je pense qu'il y a certainement des choses à faire, mais ça concerne aussi l'organisation des services, l'organisation des services territoriaux. Ça ne se résume pas aux élus. L'économie, pareil, les transports, pareil. Alors parlons justement donc des fonctionnaires, quels qu'ils soient, territorial, régional ou autres. Est-ce que finalement, on est peut-être parti sur le mauvais pied en France, et Marc-Albert Cheniaux, il va peut-être nous répondre aussi. Est-ce que on réfléchit peut-être trop de manière sectorielle et pas assez de manière transversale? Est-ce que ça n'aiderait pas à se développer mieux et autrement? Qu'en pensez-vous, tous les deux? Qui veut répondre? Parce que vous, Marc-Albert Cheniaux, dans votre livre, vous parlez démocratie de la mascarade à la réalité. Alors finalement, est-ce qu'on n'est plus en démocratie pour vous? On est plus dans une mascarade de démocratie que dans une véritable démocratie. Je ne sais pas, si on demandait à la plupart des gens, est-ce que si vous aviez à choisir d'autres personnes
que les candidats à la présidence de la République, vous auriez choisi d'autres personnes que ceux entre lesquels vous avez eu à choisir. Je ne crois pas que ceux qui sont retrouvés en concurrence pour cette élection recueilleraient beaucoup de suffrages. Sans doute encore moins maintenant qu'au moment de l'élection. Donc là, il est clair qu'il y a des systèmes, des appareils, des choses qui font que la véritable démocratie, le véritable jeu démocratique se trouve dilué, resserré et qu'il est limité d'une façon tout à fait choquante. Alors, vous avez publié ce livre, je rappelle, en 2014, donc c'était prémonitoire, hein, comme je le disais en introduction. Pour vous, il faudrait inverser les raisonnements et les analyses. Et vous parlez, vous avez d'ailleurs créé de nouveaux termes, on va dire. Vous parlez de médiocratie, hein, c'est bien ça, et de déperdition du sens commun même. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a des tas d'exemples, mais notamment celui des lois. Aujourd'hui, on fait des lois à partir d'événements tout à fait exceptionnels qui ont défrayé l'actualité. Or, historiquement, on faisait la loi à partir du cas général et on traitait l'exception comme une exception. Aujourd'hui, il y a un événement exceptionnel, voire un cas unique, et on va partir de ce cas unique pour déterminer la règle. C'est complètement délirant. Donc en fait, on écoute les lobbyistes et on n'écoute pas le cas général. Donc finalement, on pense individuel, on ne pense plus collectif. Non, c'est la politique spectacle. Il faut toujours donner du sensationnel, donner du spectacle, etc. Et on n'aborde jamais le véritable problème de fond. Mais dans les mesures de sécurité, dans Vigipirate, il y a 70 ou 80% des mesures qui ont été prises qui sont totalement inefficaces, qui ont pour seul objet de calmer l'inquiétude de la population. Mais les mesures réellement efficaces, déjà, en général, on n'en parle pas. Donc en fait, on fait du marketing, mais on ne va pas au fond des sujets. C'est le plus souvent le cas, dans beaucoup de domaines. C'est ça que vous voulez dire. Alors, et surtout dans le domaine législatif. Et là, en tant que juriste, ayant pratiqué pendant 35 ans, je dois dire que je suis effondré de voir le désordre mental qui règne dans mon domaine. Dans votre domaine des lois, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, la législation. Alors, toujours dans votre livre de la Révolution à l'inversion, je rappelle qu'il est publié aux éditions Édilivre, vous vous proposez d'inverser nos raisonnements. Et puis, donc, quelle est la solution pour vous? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en œuvre? Alors, dans le mode de raisonnement, on a un système en général qui part du général qui va vers le particulier. Et à mon avis, c'est une mauvaise méthode. Il faut aller du particulier, voir ce qui est commun dans les différents domaines et remonter progressivement pour déterminer des règles générales. Et là, c'est un système infiniment plus efficace à partir du moment où on a des choses qui sont réellement communes. Lorsque on fixe des grandes lois, des grands principes, et qu'on se rend compte que les moyens pour les mettre en œuvre n'existent pas dans 80% des cas, on fait évoluer des lois qui sont déjà mal écrites, avec des modifications qui sont encore pires, parce que la qualité littéraire des textes de loi à l'heure actuelle est absolument effrayante. Si on compare le Code Napoléon et les lois qui sont publiées à l'heure actuelle, vous avez la plus grande qualité littéraire dans le Code Napoléon et, disons, les pires dans ce qu'on fait à l'heure actuelle. Vous avez de temps en temps un article 2 qui dit le contraire de l'article 1, quand c'est pas l'alinéa 2 qui dit l'inverse de l'alinéa 1. Et si vous voulez réellement appliquer, notamment dans le domaine fiscal, c'est
vous avez une disposition particulière, il faut retourner sur 10, 15, 20 autres dispositions pour voir quelle est la réelle incidence sur le fait. Oui, alors là, parlons c'est complètement délirant. Parlons du sujet sur lequel vous m'avez interpellé, c'est les mythes de la fiscalité, vous dites, et des finances publiques. Alors, allons-y. Qu'est-ce que vous... Alors, déjà, la première manifestation, c'est l'absence de contribution des GAFAM, hein, ça vous le soulignez bien. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous pour révolutionner tout ça? Déjà, le discours tel qu'il existe à l'heure actuelle, c'est de dire que ce sont des gros méchants, des vilains, des infâmes qui ne contribuent pas. Personnellement, je trouve que c'est dans le rôle normal d'une entreprise de chercher à faire des bénéfices et de chercher à les conserver pour se développer. C'est leur rôle, ils sont là pour ça. Alors, si on peut reprocher à quelqu'un ce genre de situation, c'est pas à eux, c'est au système fiscal, c'est au ministère des Finances. C'est là où se trouve le vice, c'est là où se trouve la fourberie, c'est là où se trouve la duplicité. Et le système fiscal actuel est un système qui éventuellement pouvait être adapté à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle. Il est clair qu'aujourd'hui, il est complètement inadapté à la situation. Mais même dans le financement du système social, lorsque on a fait le financement du système social, on a fait des cotisations, un système de répartition. Et on raisonne comme si c'était un système de capitalisation, puisqu'on alloue des droits en fonction de cotisations, c'est-à-dire sur le plan de l'encaissement, on raisonne en répartition, mais sur le plan de l'encaissement et sur le plan des droits acquis, on raisonne en capitalisation. Il y a un désordre mental. Là aussi, on ne peut pas avoir un équilibre à partir du moment où on fonde deux systèmes qui sont censés s'équilibrer, mais qui suivent des règles qui sont en contradiction pure. De toute façon, là, on a bien vu avec la requalification d'Uber, on va prendre l'exemple d'Uber, la requalification d'Uber en France, qui fait que maintenant les chauffeurs sont requalifiés en salariés, ça veut dire que c'est le modèle économique d'Uber qui n'est plus valable. Donc, est-ce qu'Uber va rester en France ou va partir, ça je ne sais pas, mais ça veut dire que tous les chauffeurs d'Uber deviennent des salariés et ne sont plus des travailleurs indépendants comme ils l'étaient au départ. Alors la ville de Montréal, quand Uber a voulu s'installer, elle a fait venir Uber en leur proposant un rendez-vous et puis une réflexion de 9 mois, ce qui a permis aux autres sociétés du même type qui étaient québécoises de pouvoir, améliorer leur site internet et de proposer le même modèle de société au lieu d'imposer fiscalement la société. Est-ce que ça serait possible chez nous, Philippe Rouleau ? Est-ce qu'on pourrait mettre des choses comme ça en place? C'est-à-dire, à la limite, quelqu'un qui a un nouveau modèle d'entreprise vient de s'installer. Après tout, vous le recevez. Et est-ce qu'on pourrait le faire actuellement? Est-ce que les lois nous le permettent? Alors, les lois, je ne pense pas qu'elles puissent le permettre, mais en tout cas, moi, j'aime bien l'expérimentation, c'est-à-dire que essayer des choses. Et puis, il faut faire attention parce que des fois, on diabolise. Regardons ce qu'a apporté Uber également. Parce qu'on est toujours en train de... C'est toujours le verre à moitié vide et on ne regarde jamais le verre à moitié plein. Ça m'arrive de prendre Uber régulièrement. Je discute beaucoup avec les chauffeurs. Tout à l'heure, on parlait de libéralisation, etc. Ils peuvent... ça leur fait un revenu. Ils font ça en plus des fois d'autres choses. D'ailleurs, il y a des chauffeurs de taxi. Ils complètent plusieurs métiers. C'est pas très sûr, mais il y a aussi des chauffeurs de taxi qui font Uber Bien sûr. Complément aussi. Donc, oui, sans doute, peut-être il faut mieux maîtriser ce qu'ils font, etc. Mais faire attention parce que des fois, à vouloir trop maîtriser, on fait plus de mal. On parlait d'emploi tout à l'heure. Tous ces gens qui ont trouvé un emploi grâce à Uber, il faut aussi en parler. Vous, tout ce que vous voulez dire, c'est que finalement Uber a révolutionné notre manière de fonctionner. Ça. Je parlais aussi de s'adapter au nouveau mode de vie. Ben oui, bien sûr. Si Uber fonctionne si bien, c'est qu'il répond à une attente. Faut arrêter de vouloir condamner tous ceux qui réussissent. Ça, c'est très français. C'est très français. Voilà. Alors justement, Marc-Albert Chéniaud, vous proposez de faire évoluer les mentalités. Alors comment on peut faire? Alors, faire évoluer les mentalités, il faut d'abord prendre conscience
de tout ce qui est anormal dans les systèmes. Et là, quand on considère le système des cotisations sociales, le financement du système social, alors il repose sur les rémunérations et il alloue des droits en fonction de cotisations sur les rémunérations. Alors ça, c'est la théorie. Dans la pratique, notamment, c'est explicite depuis la couverture maladie universelle, ce qui est financé ne correspond plus, mais depuis longtemps, à ce qui est cotisé. Il n'y a plus de véritable lien. On le maintient artificiellement, mais il n'y en a plus. Et donc, on a une évolution des dépenses qui est liée à un système de recettes dont l'évolution est radicalement différente. Et on a des rémunérations qui globalement baissent. Le phénomène Uber est marginal mais caractéristique de ces systèmes. Et dès le départ, notamment pour les retraites, on a eu des bénéficiaires qui n'avaient pas cotisé pour le système social. Les premiers bénéficiaires n'avaient pas cotisé. Et aujourd'hui, on a les bénéficiaires de la CMU qui n'ont pas cotisé. Donc, on a un système de financement qui est inadapté pour évoluer par rapport aux dépenses. Donc là, vous en revenez à l'équilibre des comptes, finalement. Et c'est vrai qu'on n'équilibre pas du tout nos comptes en France. Donc vous dites réduction de la dépense publique ? Oui, non, ça c'est un autre problème. Mais en ce qui concerne le système social, si on regarde les chiffres de l'économie, les comptes publics, etc., les seuls comptes qui évoluent de la même façon que les dépenses sociales, c'est la consommation. Donc, logiquement, si on veut avoir un équilibre, il faut reposer sur des systèmes qui évoluent de la même façon, pas sur des systèmes dont l'un augmente régulièrement alors que l'autre baisse régulièrement. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est, par exemple, d'avoir une cotisation non pas sur des revenus, mais sur la consommation, sur les mouvements financiers serait le mieux. Parce que c'est là où on a le maximum, où on pourrait avoir la base la plus large avec le taux de cotisation le plus faible. Et on pourrait le faire dans un premier temps avec, par exemple, une cotisation de 1 pour 1000, mais qui serait déductible pour ceux qui payent des charges sociales. Et à ce moment-là, ça permettrait de faire évoluer progressivement vers un autre système, tout en ne mettant pas en cause les équilibres qui existent aujourd'hui. Alors on sait que les Français s'intéressent peu à l'économie. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait peut-être au niveau du parcours scolaire mettre plus d'économie et plus de droits, c'est ça, Marc-Albert Chagnaud ? Alors je pense que ce qu'il faudrait surtout, c'est que, disons, tout ce qui est mensonge, duperie et fausse information disparaissent. Alors, avoir une base de connaissances économiques serait sûrement beaucoup plus utile que 90% de ce qu'on enseigne en mathématiques. Et moi, dans ma spécialité, ce qui me choque énormément, c'est le fait que nul n'est censé ignorer la loi, qu'il y en ait des quantités industrielles et qu'on ne l'enseigne nulle part. Enfin, sauf dans les facultés de droit, mais ça, c'est après le bac. Donc, quand même, pour un petit nombre de gens. À mon avis, les bases du droit devraient être enseignées dès l'école maternelle. C'est le vivre ensemble, c'est le droit. C'est tu ne me fais pas ça parce que tu ne voudrais pas que je te le fasse. Le gouvernement, M. Blanquer, notre ministre de l'Éducation, a bien justement remis le respect dès l'école maternelle. Donc je crois que ça commence par là déjà. Mais déjà de comprendre que le droit, ce sont les règles qui permettent de vivre ensemble, ça c'est un discours assez simple.
qu'on peut enseigner en maternelle, mais on ne le fait pas. Donc pour vous, c'est le droit. Philippe Rouleau, qu'est-ce qu'il faudrait pour vous? Oui, alors je voulais effectivement réagir sur ce sujet-là qui me tient vraiment à cœur. Je crois qu'on a beaucoup à faire dans le domaine de l'éducation. Je disais tout à l'heure que c'était bien français de critiquer un peu ceux qui réussissent. Et je crois que c'est vraiment, c'est dès le plus jeune âge, on devrait plutôt que de sanctionner, on devrait donner confiance. Parce qu'on est tous différents et on a tous des choses à apporter. Et donner envie d'entreprendre, donner envie de créer. Et ça, pour moi, c'est vraiment fondamental. Ce qui me préoccupe, c'est que beaucoup de jeunes, quand on les questionne sur ce qu'ils veulent faire, beaucoup disent qu'ils veulent travailler dans la fonction publique. Alors c'est très bien la fonction publique, mais ça donne quand même oui, parce qu'ils veulent la garantie de l'emploi. Voilà, ce qu'ils recherchent, c'est la garantie de l'emploi. Voilà. Parce qu'on ne leur a pas donné confiance. Je crois on parlait de libéralisation. Je crois qu'il faut que chacun puisse s'exprimer. Moi, je suis aussi très attaché. On a fait ça à Herblay-sur-Seine. On a mis un programme qui s'appelle Eloquentia. Donc, c'est les former à la prise de parole, par exemple. Ça va avec la confiance en soi. On a beaucoup à faire pour la prise de parole. Alors, l'anglais, bien sûr. Ça, c'est clair qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on n'apprend pas suffisamment tôt les langues étrangères. Les langues étrangères. Mais aussi la confiance en soi et pouvoir s'exprimer devant d'autres. Plutôt que d'être sanctionné. Nous, on est très en fait, vous soulignez qu'on est dans une société de l'interdit au lieu d'être dans une société de confiance. C'est ça, ouais. Libérons les énergies. Donc il faut qu'on change notre mentalité et notre mode de fonctionnement. On va demander tout de suite à Mehdi Benabrou ce qu'il en pense. Mais d'abord, on va faire une petite pause musicale, toute petite, une petite respiration. Je vous propose toujours Jeanne Haddad avec son deuxième titre. C'est notre chanteuse récompensée par les victoires de la musique. On va mettre Muted. Puis après, on mettra Emmanuel Moire. Il y a un autre aspect, c'est de favoriser. Vous voulez réagir à ce qu'ils viennent de dire? Travailler ensemble. Non? Vous voulez parler peut-être comment vous voyez, quelle solution vous voyez vous, sur tout ce qui se passe en ce moment, les gilets jaunes? Ah oui, Philippe Rouleau, je voulais vous poser la question. Est-ce que vous trouvez que c'est normal ou bien que le gouvernement ait laissé s'enliser le mouvement des gilets jaunes? Est-ce que je peux vous la poser? Vous voulez réagir à ça? C'est des sujets où je ne suis pas très à l'aise. Non, d'accord. De parole là-dessus. Juste, dernière question. Ou alors je vous la pose en conclusion. Oui. Enfin, déjà, moi, j'ai un avis. Je pense que la crise des Gilets jaunes est née de ce sentiment de mépris. Oui, mais cette violence, là, maintenant, on voit surgir tous les mouvements d'extrémistes. À chaque fois, il y a des échauffourées, des dégradations, tout ça. C'est pas normal. Vous trouvez pas? Enfin, je sais pas, moi. Moi, ça me laisse quand même. C'est extrêmement compliqué. Du coup, attendez, on va plus à Paris le week-end, le samedi. Mais c'est quoi la solution? C'est si on interdit la manifestation. Qu'est-ce qu'on va pas dire? Ah bah c'est sûr. Vous pouvez le dire au micro. Hein. On reprend. Ça fait 1 minute là, Philippe? Bon allez, on y va parce qu'il est déjà 5 et puis moi je veux que donc Mehdi puisse s'exprimer. Donc allons-y. Dernière question pour vous. Nous voici de retour au bar de l'économie. Alors je suis toujours en compagnie de Philippe Rouleau, de Marc-Albert Chéniaud et de Mehdi Benabrou. Philippe Rouleau, vous êtes donc maire de la ville d'Herblay, mais aussi vice-président du conseil départemental en charge des transports. Alors le mouvement des Gilets jaunes, pour vous, est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'on les laisse s'enliser et finalement là on commence à apparaître les violences des extrémistes? Alors, bien sûr que non, je ne trouve pas ça normal, bien évidemment. Après, je comprends la préoccupation. C'est-à-dire qu'au départ, les gilets jaunes, d'ailleurs, on parlait de changement de mode de vie, s'adapter au mode de vie. Les réseaux sociaux, ça fait partie, hein, c'est nouveau, ça fait partie de notre mode de vie. Donc c'est né des réseaux sociaux, les gilets jaunes. Au départ, on pensait à une blague, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur les gilets jaunes. Ils se sont structurés et derrière, il y a des revendications légitimes hein, qu'on peut entendre. Maintenant que ça s'enlise de cette façon-là, non, je ne suis pas d'accord. Les violences, bien évidemment, je suis totalement en désaccord. C'est pas normal, effectivement, qu'on le laisse s'enliser. Après, la difficulté, alors pour moi, hein, selon moi, hein, cette crise est née aussi d'un sentiment de mépris, hein,
d'Emmanuel Macron, de notre président de la République. C'est vrai qu'il y a eu tout un tas, et d'ailleurs le feuilleton Benalla a dû aussi participer à ça, hein. C'est tous les jours, hein. On pourrait faire une série télévisée après. Hein, Moi, j'en parle pas parce que c'est du social, c'est pas de l'économique. Ouais, oui, tout à fait, mais je pense que c'est tout ça, en fait, tout ce qui s'est passé, c'est la cristallisation de tout ça. Ça a cristallisé autour de ça, et on s'est dit, mince, on a un président qui n'est pas à notre écoute, qui en plus de ça, quand on regarde, il vient du Rothschild, etc. Enfin, il y a toute une image qui est suivie, et du coup, ils se sont dit, on va descendre dans la rue et on va expliquer qu'on a des difficultés. Donc là, c'est un peu curieux parce que du coup, maintenant, le président de la République reva vers les citoyens. On a l'impression qu'il est un petit peu en campagne électorale. Il essaye de rattraper ça, mais dans le même temps, tous les samedis, on a effectivement des manifestations, de la casse. Non, c'est pas normal. Il faut qu'on est dans un état de droit. Ce n'est pas... il y a des gens qui ont été élus. La démocratie, c'est un bien précieux. Donc il ne faut pas que cette démocratie soit remplacée par je ne sais quel mouvement. Extrémiste ou populiste, c'est ça que vous voulez dire. Pour faire un lien à l'économie, c'est pas bon pour l'économie, c'est donc pas bon pour les citoyens, c'est pas bon pour l'emploi. Voilà. Donc au bout du compte, ça nuit au... Oui, c'est toute une chaîne finalement au niveau de notre vie, du vivre ensemble qui est malmenée. Tout à fait. Merci Philippe Rouleau. On va passer la parole tout de suite à Mehdi Benabrou. Bonjour Mehdi. Donc vous avez cofondé Ambler et vous venez de lever 1,5 million d'euros, ça date de vendredi, puisque je vous ai appelé vendredi, pour optimiser le transport des patients. Alors expliquez-nous déjà ce que vous faites, ce que vous proposez avec Ambler, parce que vous avez saisi la réforme du transport sanitaire qui a été promue en 2016. Alors que faites-vous? Qu'avez-vous créé à la suite de ça? Exactement. Alors c'est le transport des patients et l'ambulance, donc c'est un thème qui est d'actualité, hein, puisque c'est toute une profession qui aujourd'hui fait face à une réforme du système de financement de ces transports sanitaires. Et du coup, l'opportunité de marché qu'on a aujourd'hui, elle est surtout fondée sur cette réforme. Au-delà de ça, ça s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large, puisque la prise en charge des patients en France, on parle de 5 milliards d'euros de dépenses. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé du VTC, des taxis, etc. À titre de comparaison, 5 milliards d'euros, c'est plus que tous les taxis, plus tous les VTC en France. Donc le transport des malades, c'est 5 milliards d'euros. C'est colossal. Hein. C'est colossal. Tout à fait. En augmentation constante du fait de facteurs démographiques, hein, le vieillissement de la population, etc., environnementaux, avec le développement... On est plus nombreux, on vieillit plus, exactement. Oui. Et puis aussi du fait de la réforme du système, on va dire, général de santé, avec ce qu'on appelle le virage ambulatoire, n'est-ce pas? L'hôpital n'est pas censé être un hôtel, on rentre chez soi après son séjour à l'hôpital de jour. Du coup, il y a une augmentation permanente du coup de ces transports qu'on appelle sanitaires. Le transport sanitaire, c'est le transport des patients. Et donc la société qu'on a créée au printemps 2018, elle vise en fait à réorganiser la chaîne de valeur au sein de ce sujet du transport sanitaire. Vous me demandiez tout à l'heure comment on avait accès à des financements, etc. Alors, on parle de cette levée de fonds, du coup, de 1,5 million d'euros. Oui, vous avez réussi à lever 3 fonds d'investissement, c'est énorme. Alors, oui, on a associé, disons, plusieurs fonds d'investissement qui avaient manifesté un intérêt dans ce qu'on faisait, hein, puisque les chiffres que je vous ai donnés en amont, effectivement, justifient déjà de la profondeur de ce marché. Et puis surtout, ces investisseurs recherchent, c'est justement des projets qui sont compatibles avec leur thèse d'investissement. Et une thèse d'investissement, eh bien, c'est la logique dans laquelle s'inscrit une décision d'investissement de la part de ces fonds. Et donc aujourd'hui, dans le transport sanitaire, on a affaire à une sous-optimisation générale de toute la chaîne de valeur, avec des ambulances qui sont en moyenne remplies aux alentours de 40%, enfin utilisées 40% du temps, donc il y a déjà énormément de marge là-dessus pour progresser, pour augmenter ce taux d'utilisation, réduire les kilomètres à vide. On a du côté du patient, parce qu'on parle
commencer par ici, les patients, et donc on le voit dans les centres d'oncologie, on le voit en dialyse, etc., vous avez des temps d'attente et des systèmes de commande et de notification archaïques des patients, puisque la notification se fait à l'oral, vous ne le savez pas, n'est-ce pas? Donc vous n'avez pas eu dans ce secteur de déversement technologique qui permet la réorganisation générale et l'optimisation pour tous les acteurs de la chaîne de valeur. C'est ce que vous proposez, de réorganiser finalement le secteur. Alors que proposez-vous aux sociétés qui sont des ambulanciers finalement? Alors les ambulanciers, aujourd'hui, ce qu'on leur propose, c'est de se fédérer, c'est d'être unis au sein d'un réseau pour constituer un acteur qui devient de fait un acteur massif, puisque quand on additionne énormément de petites sociétés, il y a 5500 sociétés d'ambulance en France, ambulances, véhicules sanitaires légers, disons de transport de patients, et l'immense majorité de ces sociétés sont des TPE, PME, donc des très petits acteurs. Vous avez très souvent, moi je travaille beaucoup dans le 95 d'ailleurs, hein, c'est un territoire que je connais très très bien. Puisque vous êtes issu du 95, voilà. Gustave Monod, vous habitiez Saint-Gratien. Tout à fait, exactement, et je connais très très bien le secteur. Et nous on travaille beaucoup avec des ambulanciers jusqu'à Herblay, Franconville, Sarcelles, etc. Pour vous donner un exemple, moi quand je dois faire une réunion avec des ambulanciers, je dois la faire le vendredi soir à 22h, parce que c'est des gens qui conduisent du matin au soir. Ce sont vous avez les gérants des sociétés qui sont eux-mêmes très souvent, la plupart du temps, conducteurs, et donc c'est très compliqué pour les ambulanciers, disons, de se dégager du temps, hein, puisque c'est ça la ressource la plus précieuse. On a tendance de tout le monde à l'oublier, hein, n'est-ce pas? De se dégager du temps pour s'unir et pour aller réfléchir à ce qu'est le futur de leur profession, de leur métier. De leur métier, tout à fait. Et donc, nous, la vocation qu'on a chez Ambler, c'est de devenir un tiers de confiance qui sera chargé par ses partenaires, hein, donc c'est des modèles de partenariat qu'on fait avec ces ambulanciers-là, de réorganiser pour eux cette chaîne de valeur et leur permettre de faire face notamment, alors là on parle d'une réforme, je parlais de cette réforme au début de notre discussion sur de 2016. 80, exactement. Alors c'est une réforme qui n'est pas nouvelle, hein, elle date effectivement de 2016. Le décret d'application a été pris en mai 2018 et donc c'est effectif depuis le 1er octobre. Les hôpitaux prennent désormais en charge le coût de ces transports sanitaires, ce qui fait que les hôpitaux doivent désormais faire des appels d'offres. Or, un appel d'offres, c'est quelque chose de très complexe c'est sûr, c'est compliqué à mener. C'est très compliqué. Il y a des documents administratifs importants à mettre dans un dossier. Exactement. Et donc, vous avez besoin de quelqu'un comme M. Chéniaud, un avocat, pour vous aider, n'est-ce pas, pour remplir tous ces dossiers et puis construire une offre suffisamment puissante pour pouvoir postuler sur ces appels, hein, puisqu'il y a en même temps que cette réforme-là une réforme de l'organisation des hôpitaux en GHT, en groupement hospitalier de territoire. Et donc, il s'agit en plus de ça d'identifier dans tous ces hôpitaux qui est la personne qui achète, in fine, etc. Et donc, nous, on propose cela aux ambulanciers d'aller avec eux sur les appels d'offres publics et privés. Alors, dans le privé, c'est plus simple, hein, puisqu'on fait ça par démarchage. Et puis, la conséquence de tout ça, c'est que tout simplement, on apporte du chiffre d'affaires additionnel aux ambulanciers, et dans le même temps, nos développements techniques, les algorithmes, la plateforme qu'on fait, on fait énormément de recherche utilisateurs et de R&D sur la partie algorithmique sur le fond de notre plateforme. Tout ça va venir rationaliser l'emploi des flottes de véhicules par ces ambulanciers, avec dans le même temps une augmentation du coup de leur chiffre d'affaires. Donc on augmente deux facteurs, le chiffre d'affaires d'une part et le taux d'utilisation des véhicules d'autre part. Et pourquoi est-ce que je parle beaucoup des ambulanciers eux-mêmes dans cette présentation Eh bien parce que l'offre de transport sanitaire, c'est la base de la réponse, et la régulation, on va dire, de toute cette offre, c'est la base de la réponse à cette problématique du transport sanitaire en général. Le temps d'attente des patients, c'est dû à une organisation des flottes de véhicules. C'est ça la réponse. Bien sûr. Les coûts qui explosent, c'est dû à l'organisation de ces flottes. Donc, réorganiser la chaîne de valeur, c'est la base de cette solution-là. Et
Monsieur Chéniaud. Monsieur Chéniaud veut intervenir dans le débat et vous pouvez poser votre question à Mehdi Benabrou. Marc Chéniaud. Oui, ça me semble ressembler beaucoup au modèle des plateformes de la réparation automobile, donc qui fait travailler effectivement, j'en ai eu un certain nombre parmi mes clients sur le Val d'Oise, des petits garagistes et qui assurent le lien avec les compagnies d'assurance. Ça me semble être un schéma de cet ordre. Alors, ces gens, ces jeunes, enfin ces petits ambulanciers ont, je suppose, comme les petits carrossiers, les petits mécaniciens, des compétences administratives, juridiques, comptables assez limitées. Et souvent, les exemples que j'ai eus, c'est que si la plateforme n'apporte pas le service au-delà d'apporter le travail, le service complémentaire qui leur permet d'intégrer, ils ont beaucoup de mal à survivre dans ce genre de conditions. Est-ce que vous avez prévu ça dans votre schéma ? Alors, tout à fait. Déjà, pour revenir à ce que vous avez dit, je pense qu'effectivement, c'est plus une question de temps et une question d'inertie là sur la gestion des sociétés, etc., qui fait que des petits ambulanciers aujourd'hui n'ont pas la capacité d'aller se positionner sur ces appels d'offres et sur ces choses-là, plus qu'une question de compétences, puisque c'est pas des choses qui résistent très longtemps à l'analyse et au cerveau humain. Quand on lit un appel d'offres, on finit par savoir comment ça fonctionne, peu importe son niveau d'études. C'est une question vraiment, effectivement, je pense plus de temps et de surprise de cette réforme. Sur ce que vous disiez, Monsieur Chéniaud, oui, bien évidemment, la plateforme que nous proposons, elle est certes technologique, technique, algorithmique, tout ce qu'on veut, mais il y a aussi tout un support, administratif qu'on met en place pour que ces ambulanciers, justement, puissent externaliser. Alors justement, votre service va de quelle partie? Donc on a bien compris que c'était au départ la prise de rendez-vous, la gestion administrative, c'est ça? Une partie de la gestion. Qu'est-ce que vous offrez d'autre aux ambulanciers? Alors on va gérer la facturation. On a vocation à plus ou moins court terme, donc ça c'est le gros sujet de cette année, à réduire les temps de paiement entre le moment où la prestation de transport est exécutée et le moment où le cash est perçu sur le compte des ambulanciers. Parce que la trésorerie, on sait que la fonction publique paye très mal, la trésorerie est très lente. Eh bien, c'est une des inquiétudes qui est soulevée par la plupart de nos partenaires ambulanciers par rapport à cette réforme-là, c'est que puisque c'est l'hôpital qui a désormais la charge de payer, les délais de paiement, c'est pas les mêmes qu'à la caisse primaire d'assurance maladie. C'est pas 3 jours à partir du moment où vous avez envoyé votre prescription de transport. On parle de 50 jours. Donc réduire ce temps de paiement, c'est un des enjeux qu'on va attaquer. Que vous allez leur proposer plusieurs leviers pour y parvenir. Alors justement, vous avez levé 1,5 million d'euros. C'est pour investir dans quoi? Alors, cet argent, il est principalement fait pour renforcer la plateforme technique et investir en technologie, n'est-ce pas, puisque la création de valeur qu'on aura, elle passera fondamentalement et avant tout par les développements techniques, d'une part, et d'autre part, pour renforcer notre réseau de partenaires, transport, et pour aller démarcher des établissements privés et des établissements publics. Donc, alors pour l'instant, vous êtes donc dans combien de territoires? Vous êtes installé dans combien de départements? Vous avez réussi à fédérer Alors en termes de département, en termes de région, je peux vous dire, on est sur la région lyonnaise, au sens très large, jusqu'à Annecy, en région parisienne et sur la région d'Amiens. Et donc là, on se lance sur plusieurs projets, notamment en Auvergne. Et vers Reims. Voilà. Donc en fait, petit à petit, vous allez industrialiser votre modèle, c'est ça? C'est-à-dire vous allez le développer dans chaque région, peut-être le sud de la France. Exactement. Petit à petit. Là, on est encore dans une phase de réalisation de ces, si vous me permettez un anglicisme, un proof of concept, un POC. Donc on est en train de comprendre justement quelle est la formule qui nous permettra d'industrialiser et de mettre à l'échelle. Et puis cette mise à l'échelle, justement, elle sera
cette phase où la création de valeur sera la plus forte, puisque les économies d'échelle de notre réseau commenceront à apparaître. Et donc, c'est là où on verra une valeur très forte. Alors, votre modèle économique, il se base comment pour la rentabilité? Vous vous faites payer par système de facturation, de prise de pourcentage? Vous avez établi un barème? Comment vous avez fait? On établit effectivement une redevance qui est discutée avec chacun de nos partenaires ambulanciers sur le chiffre d'affaires. L'idée étant que, dans tous les cas, une plateforme, qu'elle soit Booking.com ou Airbnb ou je ne sais quoi, n'est légitime à prélever une commission qu'à partir du moment où elle augmente fondamentalement la rentabilité de ses partenaires économiques. Donc aujourd'hui, sur les phases de test qu'on a mises en place, on est à 0% de commission. Et l'idée, c'est de graduellement discuter avec ses partenaires pour que nous, on puisse amortir nos coûts. On a des ingénieurs, on a des locaux, on est comme eux, on est une société. Et du coup, on n'a eu aujourd'hui aucun problème à... Voilà, donc si vous êtes dans le transport, donc ambulancier ou même peut-être privé, vous pouvez faire appel peut-être à d'autres réseaux. Je ne sais pas, en tout cas, tapez ambler.fr, peut-être qu'ils pourront vous aider. C'est bien comme ça qu'il faut faire pour vous joindre, Mehdi Benabou? Tout à fait, et puis envoyer un petit mail à contact sur le site Ambler. Voilà, en tout cas, on vous souhaite bonne chance et bravo pour cette levée de fonds auprès de 3 partenaires d'investisseurs. On va peut-être les citer, c'est Partech, Idinvest Partner et Kima Venture. Kima Venture, c'est le fonds de Xavier Niel. Et donc, combien de temps il vous a fallu pour lever tous ces fonds? Alors, c'est rapide. Si le processus, on va dire, dans son ensemble, il est de ne pas mettre justement ces levées de fonds, etc., en première ligne. Ce n'est pas l'objectif numéro 1 lorsqu'on lance une société, c'est d'abord de montrer qu'on apporte de la valeur dans un système qui en a besoin. Et puis, donc, entre le moment où vous commencez à avoir cette idée, le moment où vous allez adhérer peut-être à des on parlait tout à l'heure d'aide publique, de financement, etc. pour les entreprises. Nous, on a été intégrés dans un incubateur de la région Île-de-France qui s'appelle Wilco, ça s'appelait Scientipol à une époque. Donc entre le moment où vous commencez à faire ce genre de démarche, vous avez quelques dizaines de milliers d'euros pour pouvoir vous lancer, etc. Et le moment où vous faites une levée de fonds peut-être plus conséquente avec des fonds d'investissement, vous pouvez compter entre 6 et 12 mois. Entre 6 et 12 mois. Merci beaucoup pour ces petits conseils. Et puis donc, merci en tout cas à vous 3 pour votre présence. 1 minute pour conclure. Je propose à Philippe Rouleau, s'il veut bien conclure. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer pour donc Herblay-sur-Seine et la communauté d'agglomération Valparisie pour l'année 2019? Alors, Herblay-sur-Seine, déjà qu'on mène à bien tous les projets. Il y a beaucoup de projets qui sont en cours. Une belle médiathèque, un golf également qui va être réalisé, une maison de santé, on parle beaucoup des désertifications médicales, et donc il y a une maison de santé qui va ouvrir bientôt. Donc je mène tous ces projets-là avec beaucoup de passion, et quand on est maire, on est forcément passionné par sa ville. Ensuite, au niveau de l'agglomération, on fait beaucoup de choses pour accompagner les entreprises qui font vraiment un travail remarquable. Il y a aussi des réseaux d'entreprises comme l'AIBT par exemple, qui fédère un certain nombre d'entrepreneurs. On est là en accompagnement pour l'emploi également, on les aide. Donc nous, l'agglomération Valparisie, on est là pour créer des conditions de réussite, à la fois d'implantation des entreprises, de recrutement sur notre territoire, donc aussi emploi avec beaucoup d'efficacité. Je remercie d'ailleurs les services de l'agglomération Valparisie qui se donnent à fond. Eux aussi sont passionnés. On parle beaucoup des élus, mais derrière, il y a des agents territoriaux qui travaillent avec beaucoup de passion. Et puis le département du Val d'Oise, on n'en a pas beaucoup parlé. Donc je suis également en charge des transports et je me bats au sein d'Île-de-France Mobilité. D'ailleurs, j'ai un conseil d'administration demain matin au sein d'Île-de-France Mobilité pour porter la voix du conseil départemental. Je trouve qu'on est des fois un peu oublié dans le Val d'Oise, donc je me bats pour qu'on ne nous oublie pas justement, et le Grand Paris, le Charles de Gaulle Express également, c'est un sujet qui... Oui, on reparlera sans doute ensemble d'ailleurs du hub à Pleyel pour le Val d'Oise, mais vous reviendrez dans une autre émission pour en parler si vous voulez bien, Philippe Rouleau.
En tout cas, moi, je vous remercie tous les trois pour votre venue ce matin. Marc-Albert Chéniaud, on attend votre prochain livre. Alors, celui-là en cours, c'est De la Révolution à l'inversion chez Edilivre. Et puis le prochain, j'ai remarqué, c'est sur la démocratie directe mise en œuvre de l'inversion permettant une réelle démocratie. On attend donc votre futur livre. Bonne journée à tous. Et puis, on vous retrouve dès demain matin pour une nouvelle émission. À demain.